La séquence sur l'environnement de contrôle vous propose, vous allez le voir, d'examiner des thématiques euh, généralement travaillées sous un angle un peu nouveau. L'environnement de contrôle pour une entité, quelle qu'elle soit, administration publique locale ou tout autre organisme, est le socle du contrôle interne. Il est révélateur de la culture de l'entité. C'est le terreau plus ou moins propice au développement d'une démarche d'évaluation et de maîtrise des risques. Porter une appréciation objective sur l'environnement de contrôle nécessite de se poser les 5 questions suivantes. Première question, la collectivité manifeste-t-elle un engagement réel pour les valeurs d'éthique et d'intégrité? Arrêtons-nous quelques instants sur ces deux termes, éthique et intégrité. Selon le Rossaille, l'éthique définit ce qui est bon pour l'individu et bon pour la société et établit ainsi des obligations et devoirs des individus les uns envers les autres. L'intégrité, qui découle de l'éthique, est le comportement honnête de l'individu ou de l'organisation par rapport à ses valeurs éthiques. Elle est étroitement liée à l'absence de fraude et de corruption. Il s'agit d'agir avec honnêteté, fiabilité, bonne foi et dans l'intérêt du public. Éthique, intégrité, probité du secteur public sont donc intimement liées et doivent guider ceux qui servent dans le secteur public, agents publics et élus. Il s'agit à la fois des comportements individuels, mais aussi des comportements institutionnels. Car on traite du bien commun en raison du rôle du secteur public local dans la création de valeurs publiques pour nos concitoyens. Il s'agit de faire passer l'intérêt commun avant les intérêts privés, ce qui doit souder la confiance des citoyens dans le pacte social. Sa traduction s'est faite notamment par le renforcement du cadre législatif depuis 2013 à travers les lois sur la transparence de la vie publique, les lois relatives à la déontologie des élus, des fonctionnaires, la loi Sapin 2 sur la transparence de la vie économique et la lutte anticorruption notamment, et enfin la loi sur la transformation de la fonction publique. À travers cette thématique, il s'agit de voir par exemple comment la collectivité a pu traduire dans les faits les recommandations de l'Agence française anticorruption en matière d'achat. Existe-t-il une charte de l'achat public? Comment est-elle déclinée? Voilà, ce type de sujets nouveaux qui peuvent être abordés dans l'environnement de contrôle. La deuxième grande question porte sur l'Assemblée délibérante et son rôle. Est-elle suffisamment indépendante vis-à-vis de l'ordonnateur? Exerce-t-elle son pouvoir de contrôle sur ce dernier? S'assure-t-elle des dispositifs de contrôle effectivement mis en place? Cela renvoie à l'examen du fonctionnement de l'Assemblée, le niveau d'information dont elle dispose, celui qu'elle exige, la qualité des rapports d'orientation budgétaire, la qualité du débat budgétaire, le travail de chacune des commissions. La troisième grande question concerne l'ordonnateur et la façon dont il organise et structure l'administration, définit les pouvoirs et les responsabilités pour atteindre les objectifs du mandat, les objectifs de la collectivité. Cela renvoie bien sûr à la fois en interne et en externe à l'organisation de la collectivité. En interne, on a la chaîne des délégations de l'Assemblée à l'ordonnateur, puis de l'ordonnateur aux autres élus et aux agents de la collectivité. Cela renvoie à la documentation des procédures, la planification, la traçabilité des actions. Dans les relations avec les partenaires, bien entendu, il s'agit de la cohérence des périmètres dans l'exercice des compétences, le suivi des partenaires délégataires de services publics, le suivi des différents satellites et leur contrôle. Quatrième domaine,
Cela porte sur l'engagement de la collectivité pour attirer, former, fidéliser les collaborateurs compétents qui lui permettront de mettre en œuvre les actions et d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. On retrouve ici l'examen des ressources humaines, mais qui peut être abordé sous un angle un peu nouveau, pas uniquement sous l'angle réglementaire et financier, en termes de masse salariale, auquel les juridictions ont tendance à aller. Les modalités de recrutement, leur transparence pour élargir les candidats, la formation, les modalités de promotion pour récompenser, motiver, mettre les bonnes compétences aux emplois clés sont des sujets qui traduisent la qualité de l'environnement de contrôle. Le respect des obligations plus récentes en termes d'égalité hommes-femmes, en termes de dispositifs d'alerte, mise en place de référents déontologues plutôt pour les grandes collectivités, sont autant d'indicateurs également de cette préoccupation sur l'environnement de contrôle et la gestion des ressources. Dernière question problématique qui peut être abordée sur cette analyse de l'environnement de contrôle, c'est finalement comment l'administration instaure-t-elle pour chacun un devoir de rendre compte des responsabilités en matière de contrôle interne sur chacun des périmètres dont les collaborateurs sont responsables. Cela renvoie au type de management, à la qualité du lien hiérarchique, à l'animation des équipes, aux techniques de résolution de problèmes qui peuvent être mises en œuvre, qui améliorent la qualité des processus en responsabilisant sans culpabilité les collaborateurs. Vous le voyez, toutes ces thématiques sont généralement abordées dans les rapports de juridiction financière, mais l'approche par l'environnement de contrôle propose une mise en perspective qui donne un intérêt supplémentaire aux observations, tant elle est liée avec la maîtrise des risques pour l'entité par rapport à l'atteinte de ses objectifs.